Bonsoir et bienvenue aux 23h à la une de l'actualité. Le Fonds international de développement agricole FIDA a définitivement posé ses valises en Côte d'Ivoire avec l'inauguration de son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette présence constitue une opportunité pour les 24 pays concernés. Le ministre de tutelle s'est réjoui de l'ouverture de ce bureau en Côte d'Ivoire. Diamala Marie-Emmanuelle est la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2024 et succède ainsi à Mylène Djioni, Miss Côte d'Ivoire 2023. C'était à la faveur d'une finale riche en couleurs au parc des expositions d'Abidjan. Les Français se sont rendus aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Le taux de participation était en nette hausse à 17h. Au premier tour de ces législatives, à près de 60%, soit 20 points de plus que lors du scrutin de 2022 à la même heure. Encore une fois, soyez les bienvenus. Je vous donne tout d'abord lecture de ce télégramme officiel à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Majesté et chers frères, c'est avec une profonde consternation et une grande tristesse que j'ai appris la nouvelle du décès ce samedi 29 juin 2024 de Son Altesse Royale, la princesse Lala Latifa, votre mère. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, exprimer à votre Majesté, à toute la famille royale, au gouvernement et au peuple frère du Maroc, nos sincères condoléances et notre profonde compassion. Tout en assurant votre Majesté de sa solidarité, le peuple ivoirien tout entier s'associe au peuple frère du Maroc pour prier le Tout-Puissant d'entourer l'illustre défunte de son infinie miséricorde et de sa divine mansuétude, de l'accueillir dans le paradis céleste et d'accorder longue vie à votre Majesté. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Comme annoncé dans les titres, le Fonds international de développement agricole FIDA a inauguré ici en Côte d'Ivoire son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette présence devrait permettre de doubler les portefeuilles de projets d'investissement. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, s'est réjoui de l'ouverture de ce bureau en Côte d'Ivoire. Les explications de Frédéric Oulaye et de Didier Nguessan. Aux côtés du drapeau du système des Nations Unies flotte désormais celui du FIDA, le Fonds international de développement agricole. Le fonds dépose définitivement ses valises en Côte d'Ivoire pour les régions d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'ouverture de ce bureau constitue une opportunité pour les 24 pays. On a ouvert déjà un certain nombre de bureaux pays dans la région, il y en a déjà 14. On a commencé à ouvrir des bureaux régionaux. Le bureau de la Côte d'Ivoire est le second bureau régional. Aujourd'hui, c'est notamment avec plaisir et en traduisant notre satisfaction aux autorités nationales que nous avons inauguré le bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ayant vu le niveau d'élimination de la pauvreté, de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, nous avons capitalisé sur nos expériences passées pour, n'est-ce pas, le choisir. Mais croyez-moi, c'est un choix qui s'est adossé sur un certain nombre de critères. Ce pays n'a épargné aucun effort, n'est-ce pas, à atténuer toute forme de pauvreté. L'apport du secteur agricole représente près de 50% du produit intérieur brut. 54 programmes du secteur de l'agriculture bénéficient de financement. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, le FIDA va accroître ses investissements en vue d'assurer la souveraineté alimentaire des États. Le FIDA fait beaucoup pour l'Afrique et en particulier pour notre pays. En étant ici donc, vous voyez qu'on ne va plus tellement faire de longs voyages pour aller capter les ressources nécessaires pour faire face aux besoins quotidiens de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne son agriculture. Et nous serons à côté donc, des décideurs et je crois que c'est une porte ouverte grâce à laquelle désormais nous allons pouvoir accéder à des fonds importants pour développer notre agriculture. Institution financière agricole, le FIDA investit et dispose des moyens
en vue de la réduction de la pauvreté et la croissance de la sécurité alimentaire. 323 fonctionnaires et agents de l'État en fonction à la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier ont été décorés dans divers ordres. C'était l'occasion pour le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques Moussa Sanogo de partager la vision du gouvernement qui est d'assurer le bien-être des usagers et créer de la valeur à travers une gestion durable, moderne et sécurisée du patrimoine immobilier, hôtelier et touristique de l'État. Lanciné Bakayuko. En mettant en place la Société nationale de gestion du patrimoine immobilier de l'État, le gouvernement se donne pour objectif d'assainir la gouvernance de ses biens. Les premières actions tournent essentiellement autour de l'identification, la sécurisation, le développement et la valorisation du patrimoine immobilier de l'État, aussi bien sur l'étendue du territoire national qu'à l'étranger. Pour y parvenir, notre plan d'action quinquennal 2023-2027 est bâti autour des 4 axes stratégiques que sont la transformation structurelle et fonctionnelle des métiers de la SONAPIE, l'accélération du processus de sécurisation et de développement du patrimoine immobilier appartenant à l'État, la création de valeurs patrimoniales et touristiques au sein de la SONAPIE et l'assurance d'une excellence opérationnelle de la SONAPIE. Il s'agit de bâtir l'institution sur des fondements solides, basés sur des valeurs fortes que sont la transparence, l'innovation et l'intégrité dans la protection des intérêts de l'État. En attendant, des défis significatifs subsistent, nécessitant des efforts continus pour assurer une gestion de qualité du patrimoine de l'État, une rationalisation des dépenses et l'amélioration du niveau des recettes attendues. Il s'agit entre autres du lancement de l'opération de recensement et de sécurisation du patrimoine immobilier de l'État en Côte d'Ivoire et à l'étranger, en vue d'établir une cartographie précise et détaillée des biens immobiliers de l'État et procéder à leur sécurisation administrative. Il s'agit aussi de la valorisation de certains sites situés dans la commune du Plateau par la construction de bâtiments administratifs à usage des bureaux, ce qui permettra de rationaliser les ressources allouées au bureau administratif. Il s'agit également de la construction de mini-sites administratifs dans les chefs-lieux de région en vue de rapprocher davantage l'administration des populations. Selon le porte-parole des 323 agents décorés à l'issue du processus, 34% de femmes et 56% d'hommes, cette distinction est un gage d'émulation pour la prospérité de l'entreprise. Le domaine de la pêche, le repos biologique 2024 va du 1er juillet au 31 juillet, soit un mois de fermeture intégrale pour les unités de pêche artisanale maritime et du 1er juillet au 31 août 2024 pour les unités de pêche semi-industrielle et industrielle. L'annonce a été faite mercredi dernier lors d'une conférence de presse animée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Dangui Dangui. Après celui de 2023 qui a donné des résultats, selon le bilan dressé par le ministre Sidi Temoko Touré lors d'une conférence de presse, le gouvernement déclare le repos biologique au titre de l'année 2024, s'alignant ainsi sur la période de fermeture au Sénégal, en Mauritanie, au Ghana et bientôt au Libéria. Pour cette année 2024, donc, la fermeture des pêches touchera les 2 principales zones du pays, notamment la mer, les lagunes Abi et Grand Laou, ainsi que les lacs de Kossou, de Bio, avec les calendriers de mise en œuvre suivants. Pour la zone A, au niveau de la pêche maritime, les unités de pêche tonnière ont une fermeture traditionnelle reconnue du 1er janvier au 13 mars 2024 pour les navires tonniers seineurs pêchant avec des dispositifs de concentration de poissons, conformément à la recommandation de la Commission internationale de conservation des thonidés atlantiques ECAT. Pour les unités de pêche artisanale marine, la fermeture intégrale d'1 mois s'étalera du 1er juillet au 31 juillet 2024. En ce qui concerne les unités de pêche semi-industrielles et industrielles, la fermeture à toutes les espèces autres que le thon pour une durée de 2 mois, du 1er juillet au 31 août 2024. Au niveau de la pêche lagunaire, sur les lagunes Abi et de Grand Laou, la fermeture s'étalera du 1er juillet au 31 août
soit 2 mois. En ce qui concerne la zone B, au niveau des lacs de Kossou et de Bio, les activités de pêche seront suspendues du 1er septembre au 31 octobre, soit 2 mois. Du reste, toutes les précautions pour le bon déroulement de cette fermeture saisonnière de la pêche ont été prises. La saison de fermeture impose une interdiction et ou une restriction de pêcher pendant toute la période indiquée. Toute infraction à la présente mesure est passible d'une amende ou d'un emprisonnement, ou les deux à la fois. La Côte d'Ivoire dispose d'un vaste réseau hydrographique constitué entre autres d'ouvertures sur l'océan Atlantique et de réseaux de lagunes. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de ce communiqué relatif à l'ouverture officielle du péage du 4e pont. Dans le souci d'assurer aux populations de Côte d'Ivoire une mobilité aisée et de maintenir nos infrastructures routières en bon état, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route qu'il sera procédé à la mise en service officielle du poste de péage du 4e pont le lundi 1er juillet 2024. Les tarifs appliqués sont les suivants. Classe 1, véhicule léger, 500 francs CFA. Classe 2, véhicule intermédiaire, 1500 francs CFA. Classe 3, poids lourd, autocar, véhicule à 2 essieux, 2500 francs CFA. Classe 4, poids lourd, autocar, véhicule à 3 essieux et plus, 3000 francs CFA. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est compté sur l'engagement de la population ivoirienne pour un réseau routier mieux entretenu. Le pays a une nouvelle reine de beauté. Il s'agit de Damala Marie-Emmanuelle. Elle a été élue Miss Côte d'Ivoire 2024 et succède à Mylène Diony. Retour sur cette finale riche en couleurs au parc des expositions d'Abidjan avec Serge Pacom Didi et Khalil Diomandé. Venue de la région du Sud Comoé, Damala Marie-Emmanuelle décroche la couronne tant convoitée de l'édition 2024 de Miss Côte d'Ivoire. La nouvelle reine de beauté ivoirienne, âgée de 20 ans, est étudiante en 3e année de management finance. Elle succède à Mylène Diony, Miss Côte d'Ivoire 2023. Avant le début de cette compétition faite de strass et de paillettes, l'ambiance est bon enfant dans les loges. Maquillage, coiffure, les petits plats sont mis dans les grands. C'est un honneur pour nous, c'est prestigieux sur la scène de la salle des plaques des expositions. J'ai hâte de montrer à mon public et à mes fans ce que je leur réserve. Après les différentes phases du concours, le public impatient se livre aux pronostics. Écoutez, je vois plus que la région de la Messe. Je la trouve belle et jolie. Mon pronostic, c'est Sud Comoé, bien sûr, et Gontougo. Le trio se dégageait donc déjà dans les esprits, d'où le choix du jury, porté sans surprise sur la candidate du Sud Comoé comme Miss Côte d'Ivoire 2024. Elle est suivie de la candidate du Gontougo, Koulibaly Fatoumata. Celle qui défendait les couleurs de la région de Lamé, Konan Molani, est repartie avec le brassard de 2e dauphine. Je suis très émue, mais en même temps, je suis vraiment reconnaissante pour toutes les personnes qui m'ont soutenue jusque-là. En mettant en valeur les régions, on fait comprendre qu'on parcourt toute la Côte d'Ivoire et aussi on sent un engouement populaire pour ces régions pour accompagner leurs représentantes. Miss Côte d'Ivoire 2024, rehaussée par la présence d'un parterre de personnalités, parmi lesquelles la ministre Nassénéba Touré, représentant la marraine, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La première dame, elle me charge de féliciter la Miss et ses 2 dauphines, ainsi que toutes les candidates. Votre marraine me charge de vous remettre un don symbolique, comme elle a l'habitude de le faire, d'un montant de 10 millions de francs CFA. Cette finale, au sein du parc des expositions d'Abidjan, referme ainsi les rideaux de la 28e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Un concours qui s'inscrit de plus en plus au diapason des critères de compétition internationale de beauté.
On s'intéresse à la 7e édition du Forum international Afrique Développement FIAD, tenu du 27 au 28 juin à Casablanca, au Maroc. La Côte d'Ivoire y prend part. Le CEPICI, Centre ivoirien pour la promotion des investissements, s'est attelé à montrer aux yeux des participants les potentialités de l'économie ivoirienne. Jean-Luc Bangbo. Ils sont une centaine d'hommes d'affaires ivoiriens qui ont effectué le déplacement pour prendre part à la 7e édition du Forum international Afrique Développement. Tous animés par la même intention, décrocher le partenaire idéal qui boostera leur business. On a un déficit important de logements à construire pour satisfaire le besoin des Ivoiriens. Et donc on vient ici rechercher des partenaires qui puissent nous accompagner à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs. Que ce type d'initiative puisse se multiplier en Afrique pour permettre, évidemment, dans le nouvel élan que veut prendre l'Afrique dans son développement, que ceux qui sont en besoin de capitaux et qui ont besoin de développer des choses et ceux qui ont des capitaux à offrir pour que les activités puissent se développer, puissent se trouver dans un cadre de rencontre comme celui-là pour pouvoir faire des deals. Des hommes d'affaires qui se sont déplacés avec un allié de taille, le CEPICI, dont la directrice générale s'était évertuée à démontrer les potentialités et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. La Tijarifa a vraiment un portefeuille de clients extraordinaire et donc nous, ça va nous permettre en fait de rencontrer toutes ces entreprises, ces investisseurs du portefeuille de la banque, mais aussi de toutes les entreprises internationales qui sont basées, dont le siège est basé au Maroc. Principal organisateur de ce rendez-vous des affaires, le groupe Attijari Wafa Bank s'est engagé à poursuivre son accompagnement du secteur privé ivoirien. La cible aujourd'hui, il est parmi les grandes banques qui accompagnent l'investissement en Côte d'Ivoire. Et en matière d'emploi, nous sommes dans le top 3 des banques qui accompagnent l'investissement en Côte d'Ivoire, aussi bien pour les Ivoiriens que pour les étrangers qui arrivent en Côte d'Ivoire pour investir. En 2023, la Côte d'Ivoire a capté 1,75 milliard de dollars d'investissements directs étrangers, soit plus de 1000 milliards de francs CFA. Autre chose à présent, les femmes de la région des Grands Ponts ont désormais une confédération. Il s'agit de la Confédération régionale des associations féminines des Grands Ponts. La présidente Honorine Assoa, députée de Dabou, a été investie le vendredi 28 juin dernier par Kandia Camara, présidente du Sénat. C'était à la place Henri Konan Bédié de Dabou, en présence de plusieurs autorités, dont la présidente des femmes du RHDP, Sephora Zegui. La région des Grands Ponts a une nouvelle association de femmes, la Confédération régionale des associations féminines des Grands Ponts, dirigée par Honorine Assoa, députée de Dabou. Notre mission est claire, promouvoir les droits des femmes, soutenir leur action à l'éducation, à la santé, à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Réunir les femmes de cette région pour susciter le développement, voici la vision du président du conseil régional. J'ai bon espoir que cette confédération soit un catalyseur pour l'action des femmes dans la région, qu'elle soit un rappel que votre lutte n'est pas terminée et que votre espoir pour un avenir radieux des femmes de notre région est bel et bien vivant. La contribution des femmes à l'économie et à la paix est essentielle au développement, selon Arlette Badou, présidente des femmes du RHDP. Elle appelle donc à l'union, mais surtout au travail acharné. Tant que les femmes sont unies, Dabou, Grand Pont ira mieux et la Côte d'Ivoire ira mieux. Donc je voudrais vraiment vous féliciter. Vous féliciter pour cette initiative de renforcer encore la cohésion entre nous femmes. La présidente du Sénat, Kandia Camara, marraine de la cérémonie, encourage les femmes du Grand Pont à demeurer dans la dynamique du développement impulsée par le président de la République. Le président Alassane Ouattara a mis les femmes au cœur de sa politique de développement. Il a mis les femmes au cœur de son programme social. Il a mis les femmes au cœur de tout ce qu'il fait. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez dit, il a désigné sa femme et il a mis à la disposition de sa femme un budget de 80 milliards de francs CFA comme fonds, le fonds FAFSI pour les femmes de Côte d'Ivoire. Je sais que les femmes des Grands Ponts ont déjà bénéficié, mais nous allons plaider afin que la première dame revienne ici dans les Grands Ponts pour mettre encore
à la disposition des femmes des grands ponts les fonds faciles. En marge de l'investiture, des certificats de fin de formation ont été remis à une trentaine de femmes portant sur les questions d'économie sociale et solidaire. François Albert Amichia, à la tête de la coordination du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a tenu une première rencontre avec les membres au cœur des échanges, la restructuration et la redynamisation du parti. Souleymane Donisongou. Classée deuxième meilleure coordination du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans le district d'Abidjan, celle de la commune de Treichville s'active à renforcer ses acquis en termes de mobilisation. La preuve, une première réunion initiée par les coordonnateurs principaux laisse entrevoir des perspectives prometteuses. Le directoire du RHDP et la direction exécutive ont, sur instruction du président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, mis en place les coordinations régionales. Treichville a hérité d'une coordination régionale et il nous a été fait l'honneur, avec des coordonnateurs adjoints, de constituer le bureau de la coordination. Nous avons jugé utile aujourd'hui de réunir nos responsables locaux. Il s'agit des comités de base, des responsables de section, des responsables de zone, pour leur faire le point de la restructuration voulue par le directoire et la direction exécutive du parti. Les militants sont venus nombreux, ils nous ont écoutés et ils nous ont fait part d'une préoccupation. Ils ont enregistré les mots d'ordre concernant la révision de la liste électorale, de l'organisation d'un rassemblement des femmes dans notre commune, mais ils ont surtout tenu à dire que leur désir, c'est de voir le candidat naturel du parti, son Excellence Alassane Ouattara, être le candidat du RHDP aux élections de 2025. Les membres de la coordination RHDP de Treichville se sont engagés à relever les défis de la mobilisation des militants et sympathisants à s'inscrire sur la liste électorale, notamment à travers les projets e-militants. Le RHDP veut relever le défi de la victoire à la présidentielle de 2025. Cela passe par l'inscription d'un grand nombre de militants et sympathisants sur la liste électorale. La direction du parti a initié le samedi 29 juin un séminaire à l'intention des responsables des cellules de gestion. Ils auront pour mission de transmettre le message dans les différents départements politiques. Khalil Diomandé. 2025 se prépare maintenant au RHDP. Ce week-end, les responsables des cellules de gestion des élections sont tous conviés au siège du parti à Cocody pour un séminaire de formation. Ils portent sur la révision de la liste électorale. Bien, cette formation cible environ 400 personnes, les responsables des cellules de gestion des élections en région et des responsables des cellules de gestion en département. Nous aurons essentiellement 4 modules afin de mieux préparer le recensement électoral et créer les conditions de la victoire du candidat du RHDP dès le premier tour en 2025. Aux auditeurs, le professeur Justin Kofi, représentant le secrétaire exécutif du RHDP, demande de tirer le meilleur profit de cette formation afin de relayer efficacement le message auprès des militants dans les différents départements. Nous allons aux élections dans 15 mois. Il s'agit ici de maîtriser la révision de la liste électorale. Le ministre Ibrahima Cissé Bakongo, au nom de la haute direction du parti, me charge de vous mettre en mission afin que, quand vous allez repartir dans nos 350 départements politiques, le message soit clair, limpide, de façon à ce que cette échéance de révision des listes électorales, comme nous l'avons toujours été, nous en sortions encore plus grands, encore plus forts, encore plus rassemblés. Cette formation sur la révision de la liste électorale va toucher toutes les contrées de la Côte d'Ivoire en vue de galvaniser les militants du RHDP pour un score sans appel à l'élection présidentielle de 2025. Quel est l'apport du Rotary pour la préservation de l'environnement? La question a été évoquée lors du Dimanche Magazine. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien. Les ACD 2024 qui se sont tenus à Abidjan sous la thématique des ACD de l'hospitalité ont été exceptionnels. Au regard du nombre de participations, nous sommes à date à peu près 2200 dans notre district
et environ la moitié de nos membres étaient présents issus des 10 pays. Donc nous avons reçu ici à Abidjan plus de 1000 personnes. Le principal défi auquel notre monde est confronté aujourd'hui, c'est la question de l'environnement. On sait tous la dégradation continue de la côte d'ozone et la déforestation à travers le monde. Depuis donc quelques années, les hauts dirigeants du Rotary l'ont identifié comme tel et ont inscrit cette cause prioritaire comme un de nos chantiers majeurs. Donc il s'agit pour les Rotariens du monde entier d'identifier les problématiques liées à cette situation, de proposer des solutions et de soutenir les différents États à travers le monde dans la régulation des problématiques liées à l'environnement. Pourquoi des hommes et des femmes nous rejoignent? La première raison pour laquelle les gens nous rejoignent, c'est le partage de la camaraderie et de l'amitié. La seconde raison fondamentale, c'est que nous sommes des hommes et des femmes d'action. Nous voulons avoir un impact sur nos communautés. Nous voulons servir, nous voulons faire le bien dans le monde. Toutes les personnes qui pensent à un moment donné de leur vie pouvoir faire le bien dans le monde peuvent nous rejoindre. Et la dernière raison pour laquelle les gens nous rejoignent, c'est pour le développement professionnel et personnel. Avec la saison des pluies, le risque de propagation de moustiques responsables de la dengue et du paludisme augmente. Dans les hôpitaux, les médecins exhortent les populations au respect des mesures d'hygiène en assainissant leur cadre de vie pour la prévention, mais surtout à se faire consulter dès l'apparition des premiers symptômes. Alexis Ouedraogo. Dans cette pharmacie de Cocody, la saison des pluies a fait grimper les chiffres sur les médicaments pour la prévention et le traitement du paludisme. Ces derniers mois, on a pas mal de patients ou de clients qui viennent fréquemment ici pour les cas du paludisme et certains également aussi qui partent en consultation pour des cas de dengue. Médecin généraliste Diane Cho est la présidente de la Société ivoirienne de médecine générale et médecine de famille. Depuis le mois de mai, elle a enregistré plus de 100 cas de paludisme et 40 cas de dengue dans la clinique où elle officie. Les symptômes du palud s'apparentent à ceux de la dengue. Je vais commencer par le palud. Le palud, c'est la fièvre, c'est les céphalées, c'est les douleurs articulaires, c'est les douleurs musculaires. C'est souvent des troubles digestifs, à savoir les douleurs abdominales, la diarrhée, les constipations, les vomissements. Voilà ces premiers signes qu'on a qui nous permettent de définir le paludisme. Concernant la dengue, c'est pareil au paludisme. On a la fièvre, on a les céphalées, on a des éruptions cutanées parce qu'on peut avoir des taches rouges sur le corps. On a des douleurs rétrooculaires, on a des douleurs au niveau des yeux et on est hyper asthénique. C'est ça que le problème de la dengue. La vraie différence qu'on peut faire entre la dengue et le palud, c'est que pendant la dengue, on est hyper asthénique. On est fatigué. C'est comme si on n'avait plus d'énergie. Le paludisme et la dengue présentent des symptômes similaires. Il est important de se faire consulter au plus tôt dès l'apparition des premiers symptômes. La dengue, c'est une maladie hémorragique. Donc le plus vite, c'est de consulter. Parce que quand on ne consulte pas, on peut arriver à saigner du nez, de la bouche, des oreilles, dans les selles, dans les urines, les gencives. Ces complications vont vers une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique avec des cycloses hépatiques très importantes. Attention toutefois à l'automédication. Face à une piqûre de moustique anophèle ou tigre, il faut faire un dépistage avant tout traitement. Pour pouvoir prendre les médicaments, il faut venir faire d'abord la goutte épaisse, qui est le test de palud qui est recommandé par l'OMS. Par rapport à la dengue, c'est la même chose ici. Tu viens au laboratoire, on prend le sang et puis on fait le test de dengue. À la lutte contre ces fléaux, il faut aussi associer l'assainissement des cadres de vie. Le moustique prolifère dans de l'eau qui stagne. Tout ce qui est ordure, il faut pouvoir les enlever. Il faut aussi dormir sur des moustiquaires imprégnés. Ça, c'est très important. Il faut se couvrir, porter des habits qui vont vous couvrir complètement le corps et pour que les moustiques n'aient pas accès à vous. Et puis, il y a des personnes qui ont des pots de fleurs dans les maisons. Il faut enlever dans le salon. Si on ne peut pas enlever, chaque 2 ou 3 jours, il faut verser de l'eau. Vigilance, prudence et prévention donc pour cette saison pluvieuse. Le tour du monde de l'actualité nous emmène au Kenya, au Niger, aux États-Unis et en France où se sont tenues des législatives ce dimanche. C'est une sélection de Moussa Konaté et Franck Ouadiou. Lundi, un premier groupe de policiers kenyans a quitté Nairobi, la capitale kenyane, pour une mission internationale de sécurisation à Haïti, annonce faite par le ministre kenyan de l'Intérieur. 20 militaires et 1 civil ont été tués mardi dans l'ouest du Niger par un groupe armé terroriste
Le ministère de la Défense affirme que plusieurs terroristes ont été abattus. Les 32 membres de l'OTAN ont nommé mercredi Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, comme secrétaire général de l'organisation. Âgé de 57 ans, il prendra fonction le 1er novembre. Premier duel entre le président démocrate Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump. Le débat organisé par CNN jeudi a tourné à l'avantage de Donald Trump selon certains observateurs. Un dépôt pétrolier en feu vendredi matin dans la région russe de Tambov, à plus de 100 km de l'Ukraine, suite à l'attaque d'un drone ukrainien, annonce faite par le gouverneur régional. Les candidats réformateurs Massoud Pezeshkian et conservateur Saïd Gaïli sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle, annonce faite samedi par le ministère de l'Intérieur à l'issue du premier tour du scrutin. Les Français se sont rendus massivement aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections législatives, un scrutin qui pourrait porter l'extrême droite au pouvoir dans une semaine. Fin de ce 23h, merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à tous et à toutes.